Bonjour et bienvenue sur Sobrecrate. Aujourd'hui on entre dans la première partie de la logique de Port-Royal, celle qui porte sur les idées, c'est-à-dire sur la première opération de l'esprit, concevoir. C'est un moment décisif dans l'ouvrage, parce qu'Arnaud et Nicole estiment que tout le reste de la logique commence ici. Avant de juger, avant de raisonner, avant de mettre de l'ordre dans ses pensées, il faut déjà comprendre ce qu'est une idée, comment elle se présente à l'esprit, ce qu'elle représente, ce qui la distingue d'une simple image, et surtout comment elle peut devenir confuse. Autrement dit, beaucoup d'erreurs ne viennent pas d'abord d'un raisonnement faux au sens strict, mais d'idées mal formées, mal distinguées, obscures ou liées à des mots équivoques. La logique ne commence donc pas par la démonstration, elle commence par une forme très élémentaire d'hygiène intellectuelle, apprendre à voir ce que l'on pense quand on pense, et ne pas se laisser tromper par les images, les mots ou les habitudes de l'esprit. Arnaud et Nicole définissent la logique comme l'art de bien conduire sa raison dans les connaissances des choses, pour s'instruire soi-même et pour instruire les autres. C'est important parce que la logique n'est pas réduite ici à une simple technique scolaire de l'argumentation. Elle devient un art général du bon usage de la raison. Cet art repose sur 4 grandes opérations de l'esprit: concevoir, juger, raisonner, ordonner. Concevoir, c'est avoir l'idée d'une chose sans encore rien affirmer ni nier. Juger, c'est unir ou séparer des idées. Dire par exemple que la Terre est ronde ou qu'elle ne l'est pas. Raisonner, c'est tirer un jugement d'autres jugements. Ordonner, enfin, c'est disposer idées, jugements et raisonnements dans l'ordre le plus propre à faire connaître une matière. C'est ce qu'on appelle la méthode. Ce qui compte, c'est que ces opérations sont naturelles. Les hommes pensent, jugent, raisonnent et ordonnent bien avant d'avoir étudié la logique. Certains même, disent les auteurs, le font mieux sans règles que d'autres avec des règles. La logique n'invente donc pas l'activité de l'esprit. Elle réfléchit sur ce que l'esprit fait déjà, afin d'en assurer le bon usage. Cette réflexion a plusieurs fonctions. Elle rend d'abord notre usage de la raison plus sûr, parce qu'elle oblige à une attention plus vigilante. Elle aide ensuite à reconnaître les erreurs, même quand on ne sait pas immédiatement les expliquer. Elle permet enfin de mieux connaître l'esprit humain lui-même, ce qui pour Arnaud et Nicole est une connaissance plus haute encore que celle des corps. Mais ils ajoutent aussitôt un point essentiel. Nous ne pensons pas seulement avec des idées, nous pensons aussi avec des signes, et surtout avec des mots. Même dans la pensée solitaire, les choses se présentent souvent à nous accompagnées des termes dont nous avons l'habitude de les revêtir. Voilà pourquoi la logique doit étudier non seulement les idées, mais aussi leur rapport avec les mots. Toute cette première partie est donc déjà contenue dans cette exigence. Comprendre ce que c'est que concevoir, et comprendre comment les idées deviennent la matière première de toute la logique. Les auteurs affirment donc que puisque nous ne connaissons les choses extérieures qu'au moyen des idées qui sont en nous, la réflexion sur les idées est peut-être la plus importante de toute la logique. Cela signifie que notre rapport au réel n'est jamais immédiat. Il passe toujours par une représentation mentale, par une certaine manière pour la chose d'être présente à l'esprit. La première clarification consiste à dire qu'une idée est tout ce qui est dans l'esprit, quand nous concevons une chose. Cela paraît simple, mais l'enjeu ici est précis. Il s'agit d'empêcher qu'on réduise l'idée à une image formée dans l'imagination. Le risque serait de croire que penser revient toujours à se représenter mentalement quelque chose comme on voit une image intérieure. Or, Arnaud et Nicole montrent que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on pense à des choses corporelles, on se forme souvent une image, certes, mais cette image ne suffit pas à expliquer toute la pensée. Leur exemple célèbre est celui du polygone à 1000 côtés. Je peux très bien concevoir ce qui est une figure de 1000 angles, raisonner sur elle, en comprendre certaines propriétés. Pourtant, je ne peux pas me la représenter clairement comme je me représente un triangle ou un carré. L'image que j'en ai reste vague et pourrait tout aussi bien convenir à un polygone de 10 000 côtés. L'imagination n'atteint donc pas ici l'objet dans sa détermination propre. Seule l'intellection le saisit. La conséquence philosophique est considérable. L'esprit n'est pas un simple théâtre d'images. Il a une puissance propre de conception, capable de saisir des objets, des propriétés et des rapports sans support imagé distinct. C'est ce qui permet aussi aux auteurs d'écarter 2 thèses qu'ils jugent dangereuses. L'idée que nous n'aurions pas d'idée de Dieu parce que Dieu n'est pas imaginable, et l'idée que raisonner ne serait qu'un simple maniement de mots. Si l'esprit peut concevoir au-delà de l'image, alors la pensée a une réalité propre, irréductible au sensible comme au verbal. Ils en tirent une conséquence très nette. Dès que nous parlons en comprenant ce que nous disons, il y a en nous quelque idée de la chose signifiée par nos mots. Cette idée peut être confuse ou obscure, mais elle existe.
Il serait contradictoire de prétendre savoir ce qu'on dit tout en n'ayant dans l'esprit que le son du mot. Pour avancer, il distingue ensuite plusieurs manières pour nos idées de représenter les choses, comme substance, comme mode, comme chose modifiée. Une substance est ce qui subsiste par soi et sert de sujet aux attributs. Un mode est ce qui peut exister sans une substance et la détermine d'une certaine manière. La chose modifiée, c'est la substance envisagée avec l'un de ces modes. Ainsi, dans l'exemple du corps rond, le corps est la substance et la rondeur est le mode. Et le corps rond est la substance considérée avec cette détermination. Cela peut sembler abstrait, mais l'enjeu est simple. Beaucoup d'erreurs viennent du fait qu'on confond ce qui existe par soi et ce qui n'est qu'une manière d'être. On peut concevoir une substance sans tel mode particulier. En revanche, on ne peut pas concevoir un mode sans référence implicite à une substance. On peut penser un homme sans prudence, on ne peut pas penser la prudence comme flottant sans aucun sujet prudent. Cette dissymétrie aide à clarifier la structure de nos idées et à éviter certaines abstractions trompeuses. Les auteurs évoquent ensuite les 10 catégories d'Aristote. Substance, quantité, qualité, relation, action, passion, lieu, temps, situation et avoir. Mais ils prennent leur distance avec la vénération scolaire qu'on leur accordait souvent. Leurs objections n'est pas que ces distinctions soient absurdes, c'est qu'on ne doit pas les traiter comme les formes nécessaires de toute pensée humaine. Ce sont des distinctions proposées par un philosophe, non l'armature absolue de l'intelligence. Ce qu'ils critiquent au fond, c'est l'illusion verbale qui consiste à croire qu'on pense le réel parce qu'on récite une classification bien rangée. Les catégories risquent alors de devenir de simples étiquettes apprises par cœur sans rapport avec les idées réellement claires. À ce moment-là, la logique tourne en nomenclature et se coupe de l'exercice vivant du jugement. Une étape essentielle est franchie lorsqu'ils introduisent la question du signe. Une idée peut être une idée de chose lorsqu'on considère un objet pour lui-même, ou une idée de signe lorsqu'on considère une chose comme représentant autre chose. Une carte géographique, par exemple, n'est pas seulement un morceau de papier coloré, elle vaut comme signe d'un territoire. Un signe enveloppe donc toujours deux idées, celle de ce qui représente et celle de ce qui est représenté. À partir de là, une question devient centrale. Comment fonctionnent les signes et comment éviter de s'y tromper ? Arnaud et Nicole distinguent des signes certains et des signes probables, des signes joints à la chose signifiée et d'autres qui en sont séparés, des signes naturels et des signes d'institution. La différence entre un signe certain et un signe probable est particulièrement importante. La respiration est un signe certain de la vie animale. La pâleur, en revanche, n'est qu'un signe probable de grossesse. Une grande part des jugements téméraires vient précisément du fait qu'on traite comme certain ce qui est probable. On reconnaît là la caractéristique de Port-Royal. Une distinction logique en apparence scolaire devient aussitôt une règle de prudence pour la vie réelle. La théorie de l'abstraction prolonge cette analyse. Les auteurs partent d'un constat très simple. Lorsque la chose est composée de parties réellement distinctes, comme un corps ou un nombre, il est facile de comprendre qu'on puisse considérer une partie sans l'autre. Mais l'abstraction la plus intéressante concerne les aspects que l'esprit isole sans qu'ils existent séparément dans la réalité. C'est ce qui se passe en géométrie. La ligne n'existe pas seule dans la nature, pas plus que la surface sans épaisseur. Pourtant, l'esprit peut considérer la longueur sans la largeur, puis la longueur et la largeur sans la profondeur. Cela ne signifie pas qu'il invente arbitrairement des fictions. Cela veut dire qu'il exerce légitimement son pouvoir d'isoler un aspect pour le connaître plus distinctement. L'enjeu est considérable, car cette théorie permet de justifier les sciences abstraites, sans les faire reposer sur des chimères. Les objets géométriques ne sont plus des absurdités inventées contre le réel, ils résultent d'une opération mentale rigoureuse qui extrait certains rapports d'une réalité plus riche. L'abstraction n'est donc pas une trahison du concret, mais une méthode nécessaire de connaissance. Cette capacité d'abstraction explique aussi comment l'esprit forme des idées générales. Dans le réel, tout ce qui existe est singulier. Pourtant, nous avons des idées qui valent pour plusieurs individus à la fois. Si je conçois le triangle simplement comme une figure à 3 lignes et à 3 angles, cette idée peut s'appliquer à tous les triangles. Elle est donc universelle. A l'inverse, l'idée que j'ai de moi-même ou d'une ville déterminée est singulière. Cette universalité suppose que l'esprit retienne certains caractères communs en laissant de côté les différences individuelles. Cela permet aussi de distinguer les noms propres qui marquent des idées singulières et les noms communs qui marquent des idées générales. Les auteurs ajoutent alors une distinction sémantique précieuse. Un mot est univoque lorsqu'il garde le même sens général dans des usages différents.
Il est équivoque lorsqu'un même son sert à exprimer plusieurs idées différentes. Le mot canon, par exemple, peut désigner une arme, un décret conciliaire ou une pièce d'habit. Quand il existe un rapport entre les différents sens, on parle d'analogie, comme dans le mot sain, qui s'applique d'abord à l'animal, puis à l'air ou aux aliments en tant qu'ils conservent ou produisent la santé. Mais le point décisif est la distinction entre compréhension et étendue. La compréhension d'une idée, ce sont les attributs qu'elle enferme. Son étendue, ce sont les sujets auxquels elle convient. L'idée de triangle contient celle de figure, d'extension, de 3 lignes, de 3 angles, et elle s'étend à tous les triangles possibles. La règle célèbre de Port-Royal est alors la suivante. Plus la compréhension augmente, plus l'étendue diminue. Si j'ajoute à l'idée générale de triangle la détermination ayant un angle droit, je restreins son étendue à une seule espèce, le triangle rectangle. Cette loi est fondamentale pour comprendre les définitions, les classifications, les genres et les espèces, ainsi qu'une grande partie des raisonnements. Les auteurs reprennent alors la vieille doctrine des 5 universaux, genre, espèce, différence, propre, accident, mais en la rendant plus nette et plus utile. Le genre est une idée générale qui s'étend à plusieurs espèces. L'espèce est une idée plus déterminée sous un genre. La différence est ce qui distingue essentiellement une espèce des autres. Le propre est un attribut nécessaire qui découle de l'essence sans en constituer le cœur. L'accident, enfin, n'appartient pas à la chose de façon essentielle. Le but n'est pas de conserver un vocabulaire d'école, mais d'apprendre à distinguer ce qui appartient constitutivement à une chose de ce qui ne lui appartient qu'accidentellement. Sans cela, on fabrique de fausses définitions et de mauvaises classifications. Vient ensuite l'analyse des termes complexes, c'est-à-dire des expressions composées de plusieurs mots mais qui ne forment ensemble qu'une seule idée, comme homme prudent ou Alexandre, fils de Philippe. Les auteurs montrent que ces ajouts ne jouent pas tous le même rôle. Il y a des expressions qui expliquent ce qui est déjà contenu dans l'idée, et d'autres qui en restreignent l'étendue. Dire l'homme animal raisonnable, c'est expliciter ce qui appartient déjà à l'idée d'homme. Dire les hommes savants, c'est au contraire ne viser qu'une partie des hommes. Cette distinction permet de comprendre pourquoi certaines formules, apparemment très précises, restent en réalité profondément confuses. L'expression « la véritable religion » par exemple semble déterminée, mais chacun y met spontanément sa propre religion. Le terme prend alors l'apparence de la précision sans posséder une unité réelle de sens. On voit déjà ici combien des mots très nobles peuvent masquer une grande équivocité. La suite du texte affine encore l'analyse en distinguant clarté et distinction, d'un côté obscurité et confusion de l'autre. Une idée est claire lorsqu'elle frappe vivement l'esprit. Elle est distincte lorsqu'elle est nettement séparée de ce qui ne lui appartient pas. Elle est confuse lorsqu'on y mêle ce qui lui est étranger ou qu'on n'en démêle pas les éléments. L'exemple de la douleur est ici central. La douleur nous affecte très vivement, en ce sens elle est claire, mais nous avons tendance à la situer dans la main blessée, comme si elle était une qualité du membre lui-même. Or les auteurs soutiennent que la douleur est dans l'âme, à l'occasion de ce qui se passe dans le corps. L'idée devient donc confuse dès que nous transportons dans la chose extérieure ce qui n'est qu'un sentiment de l'esprit. C'est ici une analyse importante, parce qu'elle montre qu'une idée peut être très vive sans être pour autant bien comprise. On peut éprouver intensément quelque chose et se tromper sur sa nature. Cette réflexion débouche sur un terrain plus existentiel, celui de la morale. Les erreurs sur les qualités sensibles peuvent rester théoriques. Les erreurs sur le bien et le mal, elles, font directement notre malheur. Arnaud et Nicole soutiennent que le péché et l'amour-propre nous attachent à de fausses idées du bonheur. Nous projetons sur les richesses, les honneurs, les plaisirs ou la puissance des représentations qu'aucun de ces biens ne peut réellement remplir. L'exemple de l'ambitieux est particulièrement fort. Ce qu'il poursuit, ce n'est pas seulement un poste ou un titre, ce qu'il veut, c'est l'image de lui-même admirée, respectée, entourée de soumission. Son bien devient alors une construction imaginaire faite des pensées d'autrui. L'erreur morale apparaît ici comme une confusion d'idées. Nous attachons l'idée de bonheur à des objets qui en sont incapables. Port-Royal accomplit ainsi quelque chose de singulier. La logique devient une critique de l'imaginaire moral. Les passions ne sont pas seulement des mouvements affectifs, elles sont aussi des erreurs de représentation. Mais une grande source de confusion vient aussi des mots. Le danger n'est pas seulement que plusieurs mots désignent la même chose, c'est surtout qu'un même mot puisse recevoir des idées différentes selon les personnes, ou même chez une seule personne à différents moments. Le mot âme, par exemple, a servi à nommer ce qui fait vivre, croître, sentir, penser.
Or, ces fonctions ne renvoient pas nécessairement à une seule et même réalité, au même sens. En gardant le même mot, on se donne l'illusion d'une idée unifiée alors qu'on mélange plusieurs concepts. De même, des verbes comme voir, sentir, entendre peuvent désigner tantôt l'affection corporelle, tantôt la perception de l'âme, tantôt le jugement que l'âme en tire. Le mot reste le même, mais le niveau d'analyse change. Si l'on ne distingue pas ces significations, on glisse insensiblement de l'une à l'autre. Le principal remède opposé est alors de définir les noms. Arnaud et Nicole distinguent ici la définition de chose et la définition de nom. La définition de chose prétend dire ce qui est réellement un objet. Elle peut donc être vraie ou fausse. La définition de nom, au contraire, fixe simplement le sens dans lequel on décide d'employer le mot. Elle ne prétend pas dévoiler l'essence d'une réalité, elle sert à prévenir l'équivoque. Ainsi, au lieu de prétendre résoudre d'un coup toute la question de l'âme, on peut dire « j'appellerai âme ce qui est en nous le principe de la pensée ». On n'explique pas encore l'être de l'âme, on fixe seulement l'usage du mot pour le raisonnement en cours. Beaucoup de disputes disparaissent ainsi, ou se clarifient dès qu'on accomplit ce geste. La leçon est profonde. Pour mieux penser, il faut parfois refaire la langue dans la langue, en neutralisant les flottements de l'usage ordinaire. Les auteurs précisent pourtant qu'il ne faut pas abuser de ce remède. Tous les mots n'ont pas besoin d'être définis. Certains sont primitifs et suffisamment clairs, comme être, penser, temps et tendu. Les définir risquerait surtout d'ajouter de l'obscurité. Ils recommandent aussi de ne pas contredire inutilement l'usage reçu. Une définition trop artificielle peut créer plus de confusion qu'elle n'en dissipe. Le cas du mot chaleur est révélateur. On peut décider d'employer ce mot seulement pour désigner le sentiment que nous éprouvons et non une prétendue qualité semblable à ce sentiment qui serait dans le feu lui-même. Cela empêche de glisser d'un fait clair, le feu produit en moi un certain sentiment, à une hypothèse obscure sur la nature intime du feu. Une bonne discipline du langage aide donc à purifier la pensée physique. Il distingue encore une autre manière de définir, non plus fixer librement le sens d'un mot pour un raisonnement donné, mais décrire son usage réel dans la langue. Cette analyse montre que les mots ne transportent pas seulement une signification logique, ils charrient aussi des idées accessoires, affectives, morales, sociales. Deux expressions peuvent dire à peu près la même chose et pourtant produire des effets très différents. L'exemple « vous avez menti » est très éclairant. Logiquement, cela revient presque à dire « ce que vous dites est faux ». Mais la formule ajoute une violence, une atteinte à l'honneur, une tonalité d'insulte. Comprendre un mot, ce n'est donc pas seulement analyser ce qu'il signifie explicitement, c'est aussi saisir ce qu'il fait à l'esprit de celui qui l'entend. Cette remarque est capitale pour la rhétorique, pour la morale du langage et plus largement pour la vie sociale. Enfin, les auteurs montrent que l'esprit ajoute souvent à la signification stricte des mots d'autres idées, qui n'y sont pas proprement contenues, mais que le contexte suggère. Le pronom « ceci » en donne un exemple simple et précis. Pris en lui-même, il signifie seulement une chose présente. Si je montre un diamant en disant « ceci », l'esprit y ajoute spontanément l'idée de diamant, de pierre brillante, dure, précieuse. Pourtant, rien de tout cela n'est contenu dans le mot lui-même. Cela vient de la situation, du geste, du contexte perceptif. Cette distinction devient décisive dans certaines controverses théologiques, notamment autour de la formule eucharistique « ceci est mon corps ». Les auteurs veulent montrer que ceci ne signifie pas proprement pain, même si les auditeurs en voyant du pain y joignent spontanément cette idée. Il faut donc distinguer avec rigueur ce que le mot signifie de lui-même et ce que l'esprit y ajoute en raison des circonstances. Beaucoup de sophismes naissent précisément lorsqu'on prend pour signification propre ce qui n'est qu'une détermination contextuelle. Au fond, toute cette première partie fait apparaître quelque chose de très profond dans l'esprit de Port-Royal. La logique est déjà une ascèse de l'attention. Elle apprend à ne pas confondre l'image et l'idée, la substance et le mode, le certain et le probable, l'essentiel et l'accidentel, la chose et le mot, le sens et l'effet du langage. Elle cherche à former un esprit capable de ne pas se laisser fasciner par ce qui lui vient spontanément et de reconduire chaque pensée à sa juste clarté. Merci d'avoir écouté Sobrecrate. À très vite pour la suite de notre exploration de la logique de Port-Royal. Dans le prochain épisode, on pourra entrer dans la deuxième partie consacrée au jugement. Ce moment où l'esprit ne se contente plus de concevoir, mais commence à affirmer, nier, comparer et à se mesurer au vrai et au faux.